Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Alexandre Mobailly, bonjour. Bonjour. Tu es interviewé aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Périple Humanitaire. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter et expliquer justement brièvement ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, donc moi j'ai 31 ans, je suis originaire du nord de la France, de Lille. Après un bac, j'ai étudié un BTS en commerce international et puis je me suis réorienté ensuite vers en partie la logistique humanitaire et puis le monde des services généraux. J'ai étudié à l'Institut Bioforce en région lyonnaise, à côté de Lyon. Après ces études, j'ai travaillé un petit peu dans une entreprise, un groupe de presse, La Voix du Nord, pour ne pas la citer. Et puis, après plusieurs années, j'ai décidé de créer ma propre structure associative, orientée vers l'Amérique latine, enfin, l'Amérique du Sud, et très précisément la région andine, donc Bolivie, Pérou, Chili. Et puis, pendant 4-5 ans, j'ai alterné les expériences en Amérique latine, des retours en France pour travailler aussi en entreprise. Et aujourd'hui, je suis de retour dans le nord de la France depuis un an, où je travaille dans le groupe de presse dans lequel j'ai travaillé à l'époque. Et puis, je dirige mon association à Lille avec tous ces bénévoles. Voilà. Et quand tu dis que tu travailles dans ce groupe de presse, donc La Voix du Nord, qu'est-ce que tu fais exactement là-bas ? T'es journaliste ou tu travailles sur un autre secteur ? Non, alors je travaille au sein des services généraux je suis responsable du service bâtiment, ce qu'on appelle le service bâtiment, donc c'est toute la gestion patrimoniale du groupe, et puis la maintenance des bâtiments, les opérations de déménagement, ouverture, fermeture de bureaux, sur une petite centaine de sites. Alors une centaine de sites, on a du mal à se représenter parce que La Voix du Nord, on a l'impression que c'est un seul journal sur, éventuellement dans un seul bâtiment. Alors en fait, c'est un groupe de presse qui réunit effectivement d'abord La Voix du Nord, qui est un journal quotidien, la presse quotidienne régionale, mais c'est aussi un groupe qui est composé de télé, radio, d'autres journaux hebdomadaires dans les Hauts-de-France, en l'occurrence Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Oise. Il y a aussi des titres en Rhône-Alpes. Et puis également plutôt vers la région Champagne, Champagne-Ardenne. Donc voilà, il y a des sites, en tout cas des rédactions locales qui vont de 1 à 2 personnes jusqu'au siège de La Voix du Nord à Lille où il y a un peu plus de 400 personnes, mais aussi des sites de production, là où les différents journaux sont imprimés. D'accord. Et donc toi, ton rôle, tu disais, c'était t'occuper des services généraux. Alors les services généraux, ça comprend quoi exactement comme différents domaines liés au bâtiment ? Alors moi je suis surtout sur la partie bâtiment, effectivement. Après les services généraux sont aussi composés d'un service sécurité, de service achat, de la gestion de parcs de véhicules, ce genre de choses. Moi je suis surtout sur le bâtiment. Et donc c'est assurer la maintenance des bâtiments, qu'on soit propriétaire ou locataire des immeubles dans lesquels on a nos agences. C'est aussi gérer les opérations de déménagement, donc toute la partie logistique, la gestion de projet si tu veux. Entre repérer de futurs locaux, éventuellement vendre ou libérer les locaux qu'on occupait, l'étude financière d'un tel projet, l'accompagnement des occupants des différents sites dans toute cette partie déménagement, et puis faire en sorte que les journalistes, en l'occurrence, ou les commerciaux, puissent écrire leur article un jour et pouvoir écrire un autre article le lendemain sur un autre site. Voilà, c'est assurer la continuité, si tu veux, de la logistique en interne. D'accord. Et quel est le lien finalement entre ce métier, enfin ce poste que tu occupes aujourd'hui et ton parcours de formation ? C'est, si tu veux, par rapport aux études que j'ai suivies à l'Institut Bioforce, sur la partie services généraux, c'est lié, hein, le service aux occupants, comme on l'appelle.
Et puis après, c'est vrai que d'un point de vue un peu plus général sur la gestion de projet, comment gérer un projet de A à Z, que ce soit sur la communication, la partie logistique, l'étude financière d'un projet, les moyens humains à mettre en place, par exemple. Donc voilà, il y a un lien entre la gestion humaine et la gestion des ressources, si tu veux, pour pouvoir gérer une opération, quelle qu'elle soit. En l'occurrence, là, c'est lié au bâtiment et à des opérations de déménagement ou d'aménagement. Mais voilà, c'est un lien sur la gestion de projet surtout. D'accord, ok. Alors, donc en fait, tu fais cette formation à l'Institut Bioforce. Tu as fait un stage peut-être pendant cette période de formation? Oui, tout à fait. Il y a 2 stages pendant cette formation en deuxième année. En deuxième année, le stage est plutôt à l'étranger, donc ça concerne plutôt la partie solidarité internationale. Donc ce stage, je l'ai effectué en Bolivie pendant 3 mois et demi. En Bolivie, du coup, ça explique la suite de mon parcours, en l'occurrence. Et puis, le deuxième stage est en troisième année, enfin, sous la forme d'un contrat de professionnalisation à l'époque, que j'ai effectué à la Voie du Nord. D'accord. Alors, parle-nous un peu plus de la Bolivie. Bah, écoute, je voulais absolument partir en Amérique latine, profiter de cette opportunité de stage pour partir en Amérique latine, qui était un continent lointain, entre guillemets, tu vois, dans le sens où les cultures latino-américaines sont pas forcément celles dont on parle le plus en France, en l'occurrence. J'écoutais pas mal de musique latine, ceci dit, j'essayais de m'intéresser un petit peu à la langue espagnole d'abord. Et voilà, donc ça a été vraiment une volonté d'aller en Amérique latine. Et j'ai eu l'opportunité de partir avec une camarade de promo à l'époque euh, pour une asso française qui travaillait là-bas, dans une communauté aymara à 4000 mètres d'altitude, à une centaine de kilomètres de la capitale La Paz. Et ça a été une expérience qui a bouleversé euh, bouleversé ma vie, ma façon de comprendre l'autre. J'ai appris beaucoup sur moi-même. Euh, C'était une espèce d'introspection. Ça m'a vraiment convaincu, si tu veux, de pouvoir poursuivre après des actions. À l'époque, j'avais pas vraiment idée de ce qui allait suivre par la suite et de la création d'une association derrière, mais je me suis vraiment intéressé, en l'occurrence à ce moment-là, à la culture aymara, au quotidien des gens qui vivaient dans des communautés où en 2010 il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Tu vois, c'était surtout l'agriculture euh, qui primait, avec des revenus vraiment très limités. Enfin, c'était voilà, une expérience très enrichissante. Quelle était ta mission à toi là-bas? Alors là-bas, en fait, on travaillait dans cette communauté et le contenu du stage à l'époque était de travailler sur la réhabilitation du lieu de vie dans la communauté, qui est en l'occurrence une ludothèque qui avait été montée par l'association pour laquelle on était là-bas. Euh, il y avait aussi des premières réflexions sur des tentatives de mise en place d'un réseau d'électricité, tu vois, pour éclairer cet espace. L'idée était vraiment de donner vie à cet endroit qui était géographiquement au cœur de la communauté. Il faut savoir que dans des communautés à 4000 mètres d'altitude, les maisons, tu vois, sont pas proches les unes des autres. Donc ça, c'était vraiment un bâtiment qui était géographiquement central. Et l'idée, c'était vraiment de créer du lien en fait entre les habitants, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les réunions communautaires, par exemple. Il y avait aussi l'idée de créer un espèce, non pas une infirmerie, c'est beaucoup, mais en tout cas un endroit où les médecins de la ville la plus proche pouvaient éventuellement venir, tu vois, une fois par mois. On essayait vraiment de créer des liens avec et en interne et avec l'extérieur, avec la ville la plus proche qui s'appelle Ayo, où il y avait un centre de santé. Et donc l'idée, c'était vraiment de donner vie à cet espace.
Donc c'était la réhabilitation, une étude, travaux, l'établissement de devis, tu vois. On n'a pas suivi le chantier derrière parce que tu imagines bien que 3 mois, parfois c'est un peu court pour avoir des réflexions et puis mettre des choses en place par la suite. Mais voilà, c'était vraiment cette phase d'étude de réhabilitation de ce bâtiment. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Quelle est l'expérience ou la rencontre sur place qui t'a le plus bouleversé par rapport à ce que tu disais, par rapport à ta vision du monde? Alors en fait, une chose à laquelle j'ai dû me confronter rapidement, c'est notamment dans la culture Aymara, les gens sont très fiers d'eux, fiers de ce que représente leur culture. Il faut savoir que en 2010, ça faisait euh, quelques années que Evo Morales, le président, avait été élu, et c'était le premier président amérindien du pays, donc il y avait vraiment une identité qui était en train de renaître, si je puis dire, euh, et arriver dans une communauté où voilà, les codes sont complètement différents. Euh, les gens parlaient leur langue, Aymara, il y avait des gens qui ne parlaient pas espagnol. Donc d'abord se confronter à cette espèce de barrière, et puis ensuite assimiler cette nécessité de devoir prendre son temps en fait pour être accepté, pour que les gens apprennent qui nous sommes et inversement, nous aussi nous imposer ce temps de comprendre comment fonctionnent euh, ces populations, tu vois, à l'autre bout du monde. Et ça a vraiment été intéressant et pertinent à vivre, tu vois. Ça a conditionné beaucoup de choses derrière sur l'approche culturelle qu'on peut avoir dans la vie, tu vois, les idées qu'on peut avoir dans la vie ensuite. Ben voilà, ça c'est vraiment un moment qui m'a marqué. Le premier mois où il fallait observer en fait et puis discuter avec les gens et pas arriver avec ses gros sabots. Enfin, c'était pas la volonté, mais il fallait vraiment prendre son temps, observer. J'avais une technique, c'était de dire oui à tout. Hmm. Alors ça m'a joué des mauvais tours parce que quand on dit oui à tout, on se retrouve parfois avec un truc dans son assiette, on apprécie moyennement. Mais c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Je me souviens une fois on m'a servi une soupe et puis on m'a demandé en Aymara si je voulais quelque chose. Je dis oui, 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 mais je savais pas ce qu'on me demandait. Et puis je me suis retrouvé avec une pâte de poulet au milieu de ma soupe quand j'ai remué ma cuillère, tu sais. Et puis je voyais les gens autour de moi qui prenaient les pâtes de poulet dans leur soupe et qui suçaient les pâtes, tu vois. Et je m'y suis mis aussi, hein. Fallait assurer derrière, j'avais dit oui. Mais tu vois, c'était des moments où toi, tu le vis pas tous les jours dans ta culture. Et donc c'est des choses qui font que et après les gens apprécient en fait, tu vois, les gens se disent voilà quelqu'un qui peut être là, qui peut rester avec nous et avec qui on s'entendra bien. Je pense que ça s'est passé comme ça. C'était ta façon de Donc t'intégrer finalement, d'être ouvert à ce qu'on allait te proposer et d'être toujours volontaire, c'est ça? ouais, voilà, tout à fait. Toujours dire oui. Les gens voulaient absolument, tu vois, on était considérés comme les gringos, enfin les étrangers. Moi, j'ai la tête parfaite du gringo, je dirais, enfin, blond aux yeux bleus. Donc, tu vois, les gens voulaient jouer avec nous un petit peu aussi, des fois, tu vois, pas nous tendre des pièges, c'est pas ça, mais tu vois, nous provoquer un petit peu culturellement. Donc, le fait de faire tomber ces barrières et de dire oui, 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 je suis prêt à le faire, ça les amusait et puis ça les intéressait. Et puis, au fur et à mesure, les gens voulaient nous montrer un petit peu comment ils vivaient. Donc, les différentes familles voulaient nous inviter à nous montrer leur champ, par exemple, tu vois, comment ils allaient travailler au champ, quels outils ils utilisaient, ce genre de choses. Et en fait, ça a ouvert derrière des discussions, des possibilités multiples, culturelles, professionnelles, un apprentissage, tu vois, de techniques. Enfin, moi, je suis un citadin, tu vois, donc être dans un champ où pousse de la quinoa et des pommes de terre à 4000 mètres d'altitude, j'ai découvert tout ça, par exemple. Et donc, c'était vraiment une ouverture sur plein de sujets. Et la preuve en est, tu vois, quand j'ai créé mon asso 3-4 ans plus tard, c'est là-bas que je suis retourné en premier parce que je savais que
les gens allaient être accessibles, allaient nous aider aussi à monter cette structure associative. On connaissait leurs besoins. Enfin, tu vois, on avait vraiment une entente, une compréhension de par cette expérience vécue pendant le stage de deuxième année, quoi. Et comment est-ce que vous en êtes, vous avez réussi à faire accepter l'objet de votre mission, de votre venue, et comment est-ce que vous avez réussi à réaliser cette mission sans heurter justement leur fierté par rapport au fait que tu parlais tout à l'heure de leur fierté d'être amérindien et sans heurter leur sensibilité. Bah, en fait, un projet, peu importe où tu le mènes, selon moi, un projet ça aura fait 50% du chemin déjà si le projet vient du besoin des bénéficiaires. Hein. C'est-à-dire que, je m'explique, nous, on n'est pas arrivé avec cette association, avec un projet défini, tu vois, en disant, si, ils ont besoin de ça, il faut qu'on le fasse. L'idée aussi venait d'eux. Et donc, il fallait que ce soit vachement participatif. Donc, pour le coup, sur la réhabilitation de ce bâtiment, là, pour ce projet pendant le stage de deuxième année, l'idée était de travailler avec les autorités de la communauté, avec les pères ou les mères de famille qui avaient des connaissances éventuellement en plomberie, en maçonnerie. C'était vraiment travailler main dans la main. Et donc ça, c'était ce côté participatif a aussi beaucoup aidé. Tu vois, c'était une collaboration. Ce principe-là a permis justement de faire tomber un petit peu les craintes des uns des autres, nous comme eux. Et voilà, chacun avait son idée à apporter, ses compétences à apporter. Et donc forcément, quand dans la journée sur ton projet c'est participatif et tu t'entends bien et tu acceptes, en tout cas tu valorises les propositions des personnes qui vivent là, qui représentent et qui ont fait cette communauté. Bah, le soir, tu vois, quand tu vis dans les familles, quand tu es dans les familles, ça se passe beaucoup mieux parce que du coup, l'idée que ce soit participatif, constructif et ensemble. C'était pas une association qui venait avec, voilà, on a une idée, le projet sera celui-ci et puis dans 3 mois on repart, ciao. Non. Tu dormais en plus le soir dans les familles, tu étais accueilli par les familles, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et donc Tout à fait. En à fait, quoi ressemblait une journée type là-bas? Tu te levais le matin, qu'est-ce qui se passait? on se levait le matin très tôt parce que, on s'imagine, à cette altitude, le soleil se lève tôt et de toute façon, les gens vont travailler au champ avant que le soleil ne tape trop fort. Donc, on se réveillait vers 6 heures du matin à peu près. On déjeunait avec les membres de la famille. Les enfants partaient à l'école à pied. Ils avaient 45 minutes dans dans la plaine, tu vois, pour rejoindre justement la ville d'Ayoayo à 45 minutes à pied de là. Les parents se préparaient pour aller au champ. Enfin, tu vois, nous, on assistait un petit peu à ce conditionnement quotidien où bah, tout le monde se préparait pour aller vivre sa petite journée. Et puis, une fois que tout le monde était prêt et prenait ou le chemin de l'école ou le chemin du champ, nous, soit on allait sur le chantier, on étudiait, soit on allait à Yoayo ou à une ville un petit peu plus loin où il y avait des fournisseurs de matériaux, on allait établir des devis, on allait rencontrer des professionnels, tu vois, de la construction ou des gens qui avaient fait des projets similaires ailleurs. On revenait dans la communauté, on en discutait avec qui de droit, en l'occurrence soit les autorités de la communauté ou alors le maçon ou la personne qui avait des connaissances en plomberie, tu vois, pour voir comment adapter ce qu'on avait entendu dans la journée à notre projet en question. Ça, c'était un petit peu les journées types. Le soir, on ouvrait la ludothèque et les enfants de la communauté venaient, tu vois, passer un moment avec nous, 2-3 heures, où l'idée était autour de jeux ou autour de certaines activités, bah, de les faire se rencontrer, d'évoquer, ils nous posaient beaucoup de questions sur la France, évidemment, et sur l'Europe. Voilà, c'était vraiment un échange aussi culturel avec les enfants. Et puis, à l'issue de ces 2-3 heures, les parents revenaient chercher les enfants ou venaient passer aussi un moment avec nous, nous proposer une partie de foot qui, à 4000 mètres d'altitude, est très dur à suivre pour des questions de respiration. Et voilà, c'était un petit peu la journée type. Et le soir, on retournait dans nos familles, dans la famille dans laquelle on était hébergés.
qui était la plus proche de ce bâtiment, de la bibliothèque. Et puis on passait la soirée avec la famille, mais voilà, à 20h, à 20h, tout le monde est au lit parce que le lendemain, il faut se lever à nouveau et tôt. Et puis les parents sont usés d'avoir travaillé au champ toute la journée. Les enfants étaient à l'école le matin, travaillaient au champ l'après-midi. Enfin, tu vois, c'est quand même des grosses journées pour tout le monde. Et nous, voilà, enfin, c'était un petit peu nos journées types. De temps en temps, on retournait à la passe. On s'autorisait une douche et un morceau de pizza. Ça faisait pas de mal. Et puis, on y restait 2 jours, quoi, histoire aussi d'établir des devis, aller rencontrer des fournisseurs, et puis on retournait dans la communauté par la suite. C'était un petit peu notre rythme sur place. Donc tu passes 3 mois là-bas, dans la rusticité, à travailler dur pour un projet qui a du sens, avec une découverte complète de l'interculturalité. 3 mois sont écoulés, tu rentres en France. On a du mal à imaginer que la transition puisse se faire en douceur. Eh ben oui, parce que effectivement, la première fois que j'ai remis les pieds dans un supermarché, ça m'a fait tout drôle. Ne serait-ce qu'allumer la lumière chez toi ou avoir de l'eau chaude qui coule au robinet, enfin, c'était que 3 mois, hein, cette expérience, mais ceci dit, c'est perturbant. C'est perturbant. Et alors, c'est vrai que les gens autour de moi me posaient beaucoup de questions. Ils savaient qu'on avait vécu une expérience forte, professionnellement, humainement, culturellement. Donc, les gens nous posaient beaucoup de questions. Et puis, c'est vrai qu'après, on s'aperçoit que les gens autour de nous ne sont pas partis 3 mois. Ils sont potentiellement restés dans leur quotidien. Et donc, au bout de 15 jours, 3 semaines, les gens passent à autre chose, si tu veux. Donc, toi, tu restes avec ton expérience dans la tête, et puis c'est là où ça devient compliqué. Parce que il faut te remettre un petit peu au rythme de la vie occidentale, prendre le métro bondé, tu vois, tous ces petits détails en fait qui font notre quotidien ici. Et c'est là où c'était pas évident. C'était surtout 3 semaines, 1 mois après le retour, où il faut te refaire une place. Et le choc culturel en fait se vit là. C'est là moi où je l'ai vécu au retour, en me disant j'ai vu qu'il y avait autre chose ailleurs, un autre fonctionnement, une autre façon de vivre. Comment moi je me situe dans mon chez moi en fait. Est-ce que il y a des choses que je dois encore continuer à accepter? Est-ce que c'est là où C'est tu fais vrai face à un choc. qu'on parle souvent de 2 phases en fait sur le choc culturel. Il y a le premier choc culturel quand on est sur place en expatriation dans un pays ou au cours d'un voyage. Et il y a le contre-choc culturel, c'est le fait de revenir au pays, de retourner à son ancienne identité finalement. Qu'est-ce qui, toi, avait changé finalement entre le moment où tu es parti et le moment où tu es revenu? Quelles étaient les caractéristiques du nouvel Alexandre? Qu'est-ce qu'il avait de plus ou de moins que l'ancien? Disons que c'était une certaine forme une espèce de radicalisme, tu vois, cette phrase qui veut tout et rien dire quand des gens autour de toi parlent d'un sujet quelconque, et puis tu finis par dire mais va voir ailleurs et tu verras comment les gens vivent, tu vois. Enfin, ça veut rien dire cette phrase, mais voilà, c'est une espèce de ce radicalisme un peu en disant mais de toute façon vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Et donc, la conséquence de ça, c'est que tu te renfermes un peu sur toi parce que tu finis par ne pas accepter la façon de vivre des gens autour de toi et qui en fait est ta propre vie parce que tu viens de là aussi. Donc, c'est une interrogation permanente sur qui tu es finalement. Et en fait, c'est ça, le changement était surtout là sur maintenant dans tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, chacune de mes actions au quotidien. Il faut que je sois conscient de l'expérience que j'ai vécue et qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs, si tu veux, enfin d'autres des gens qui vivent autrement et voilà, toujours s'interroger, si tu veux.
Et en fait, faire ça, selon moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, ça te permet de t'ouvrir sur plein de choses parce que bah, le fait de t'interroger en permanence, tu essaies de trouver des réponses. Donc, tu t'intéresses à plein de sujets. Et puis, tu vois, moi, pour le coup, j'ai creusé un petit peu la culture la Aymara. J'étais un petit peu plus loin. Je me suis intéressé à ce qui se passait aussi dans d'autres pays autour de la Bolivie. Et puis, ça a créé de l'intérêt chez moi, euh, ce qui explique la suite aussi. Donc voilà, c'était une interrogation permanente en fait, une remise en question permanente. Euh, c'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, c'est une façon de prendre du recul tout le temps. C'est de D'accord. prendre du recul. Et tu réussis à te réadapter en France, t'enchaînes avec donc le deuxième stage, en tout cas l'alternance, pour finir tes études, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Donc là aussi, ça a été un choc parce que tu vois, on a démarré cette expérience en alternance un peu moins de 6 mois après le retour de Bolivie. Et donc là, le choc a été important parce que, en l'occurrence, quand tu arrives en entreprise, tu as des codes aussi. Euh, et donc, moi, je me disais, bon, j'ai réussi à m'adapter à une communauté Aymara à 4000 mètres d'altitude, je vais bien réussir à m'adapter à des gens de ma propre culture, tu vois, dans le monde de l'entreprise. Mais sauf que, en l'occurrence, mon poste à ce moment-là était de travailler avec des agents immobiliers, avec, enfin, en résumé, des businessmen, quoi, tu vois. C'était pas évident parce que en moins de 6 mois, du coup, tu es passé de la culture de pommes de terre à 4000 mètres d'altitude à le monde de l'immobilier, de la finance. Il faut aussi réussir à changer ta carte SIM, comme on dit en Amérique latine, tu vois. Voilà, faut réussir à changer ton mode de perception de plein de choses. Et là, c'était pas évident pour le coup, parce que c'était vraiment deux mondes opposés en moins de 6 mois. Mais après, voilà, faut prendre le temps et puis d'abord se reposer sur les gens qui autour de toi constituent l'entreprise et puis aussi à l'extérieur garder un lien avec l'expérience forte que tu as pu vivre quelques mois auparavant, tu vois. Hmm. Continuer à discuter avec des gens de Bolivie par exemple ou continuer à suivre le projet pour lequel tu avais bossé. Enfin, voilà. J'ai été bien accompagné par mes collègues à l'époque, ma hiérarchie, tout ça, qui comprenait mon parcours. Et je pense qu'ils l'ont aussi perçu comme quelque chose de nouveau et une expérience à valoriser dans le contexte de l'entreprise aussi. Avoir ce regard un peu détaché, quoi, tu vois, de quelqu'un qui a vécu des expériences ailleurs. Donc ça m'a aidé, en fait. Mais ouais, effectivement, il y a eu un moment un peu compliqué, quoi. Mais bon, ça va. Pendant un an, tu reprends le travail en France, tu réussis à te réadapter, tu finis tes études, mais à ce moment-là, on imagine que ta première envie, c'est de repartir tout de suite sur le terrain. Quelles étaient tes aspirations et tes motivations à ce moment-là? Ouais, alors c'est vrai qu'à l'issue de cette expérience d'un an, enfin, ce stage en alternance, effectivement, je voulais repartir. Euh, Sauf que il faut aussi essayer de développer ses compétences dans tel ou tel domaine. Ça sert à rien de partir sans bagage. Et du coup, on m'a proposé de rester dans l'entreprise en CDD, tu vois, enfin, un an de plus. Et en fait, je me suis dit que c'était l'opportunité, en tout cas, de me faire de me faire cette expérience, de développer mes compétences techniques, de me faire aussi un réseau professionnel. Ça me semblait important pour pouvoir mieux sauter plus tard. Donc je suis resté 2 ans de plus. Donc c'était une expérience de 3 ans. Un an en alternance et puis 2 ans de CDD, 2 ans de CDD derrière.
Et à l'issue de ces 3 ans, là, je me suis dit, c'est bon, j'ai estimé avoir les bagages nécessaires. Et j'ai décidé je voulais faire le grand saut, quoi. Je voulais partir en mission, postuler pour des grosses ONG, enfin, tu vois, partir en mission où que ce soit. Et ça a été un peu compliqué parce que du coup, comme j'avais fait 3 ans en entreprise, j'avais finalement très peu d'expérience terrain dans le monde de la solidarité internationale. Et donc, le temps est passé, je trouvais pas de mission. Et finalement, j'ai décidé de créer ma propre structure euh, avec des amis à l'époque, notamment venant également de Bioforce, de l'Institut Bioforce. Donc on était un petit peu sur la même longueur d'onde, le même état d'esprit. Et parmi ces amis, il y avait ma camarade de promo de l'époque avec qui j'étais parti en stage de 2e année en Bolivie. Et donc on a créé notre structure. Et puis on a décidé de retourner là-bas, dans la communauté, en commençant par la communauté dans laquelle on était quelques années auparavant. Et c'est ce que je te disais en introduction tout à l'heure, c'est que arrivé sur place, il y avait déjà une relation établie, une certaine confiance. Ça nous a beaucoup aidé. Et puis on a travaillé sur un projet là-bas de douche solaire et de blocs sanitaires dans la communauté. Entre-temps, le gouvernement bolivien a installé un réseau d'eau dans les communautés de cette région. Donc voilà, ça nous a permis aussi d'avoir davantage de réflexion sur des projets à mener. Les besoins avaient un petit peu changé. Et voilà, c'est une expérience de 1 an entre la Bolivie, le sud du Pérou, où du coup mon asso a aussi financé un projet. 2 de mes camarades sont partis au Chili travailler sur des projets similaires. Et du coup, petit à petit, la cohérence de l'association et le travail qu'on faisait était reconnu par les gens qui nous avaient soutenus au départ, que ce soit des donateurs, que ce soit nos réseaux d'amis ou le réseau professionnel qui nous avait soutenus, qui organisait des événements ici aussi pour récolter un peu de fonds. Et donc au bout d'1 an, on a fait l'état des lieux de ça. Et puis on s'est dit, ouais, ça fonctionne en fait, on va continuer. Et donc voilà, c'est là où ça a été vraiment une année charnière, une expérience hyper enrichissante en Amérique latine, où voilà, on était tous d'accord pour se dire finalement l'entreprise c'est bien, mais allez, ça fait 3 ans qu'on rêve d'y retourner. Donc voilà, on a fait le grand saut. Et donc au tout début, comment ça se caractérise? C'est-à-dire que vous vous réunissez, vous essayez de... votre volonté, c'est de repartir là-bas, de répondre à des besoins que vous aviez identifiés à l'époque. Comment tu lances ce premier projet? Quelles sont toutes les étapes qui mènent à finalement créer une association à vocation de solidarité internationale? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pour ma part, je trouvais pas de mission. Et je terminais mon CDD en entreprise. Et en fait, c'est les gens autour de moi dans la boîte qui m'ont dit, mais pourquoi tu montes pas ta propre structure? Donc l'idée est partie de là. Donc moi, au début, je disais, oui, mais c'est un peu compliqué. Enfin, c'était pas l'idée à la base. Et puis, en fait, on m'a dit, oui, mais tu t'es fait un réseau professionnel, tu as des compétences, tu as des gens autour de toi qui peuvent t'aider à monter les projets. Enfin, tu seras pas tout seul, dans tous les cas. On peut essayer de voir comment solliciter des partenaires, comment ouvrir toutes les portes possibles, en tout cas toquer à toutes les portes possibles pour essayer de monter quelque chose. Et en fait, ça s'est fait très vite. En moins de 15 jours, on avait créé l'asso, rencontré des chefs d'entreprise pour demander des financements, organiser une soirée pour faire connaître un petit peu le projet. Et en fait, entre-temps, moi, j'avais décidé de retourner en Amérique du Sud
à l'origine pour aller chercher du boulot là-bas, en fait, directement. Et, euh, et en fait, puisque en France, on montait ce petit projet associatif avec des fonds, on s'est rapproché de l'asso pour laquelle on était parti en stage en deuxième année. On a essayé de comprendre un petit peu les projets sur lesquels elle bossait à ce moment-là. Et il s'est avéré qu'il y avait un projet dans la communauté dans laquelle on était allé, avec un partenaire local, sur des douches solaires. Et puis, du coup, on s'est dit, bon, voilà combien ça coûte. On va essayer de gérer le financement de ce projet-là. Et puis, en fait, les gens nous ont soutenus, je te dis, en moins de 15 jours, hein, les gens nous ont soutenus à Lille. Et puis, on s'est retrouvés en Amérique du Sud, avec une enveloppe, une structure associative, à travailler en partenariat avec l'asso qu'on avait rencontré 3-4 ans auparavant dans le cadre du stage de deuxième année. Donc finalement, la Donc, démarche, ça a été de réunir les bonnes volontés, motiver des personnes à financer un projet, voilà. et tout en vous appuyant donc sur cette association locale, c'est ça? Enfin, en tout cas, ces partenaires Ouais. locaux que vous connaissiez d'origine. Tu te souviens de ce que ça représentait comme somme d'argent, ce que vous aviez réussi à lever sur les premières fois? C'était 12 000 euros. 12 000 euros. Et ça correspondait à Qui, combien de douches solaires? Ça correspondait à 30 douches solaires. C'était en fait, si tu veux, avec l'asso avec laquelle on bossait là-bas, une asso bolivienne qui était sur place et spécialisée dans le solaire. C'était la première fois que cet asso-là travaillait sur un modèle de douche à 4000 mètres d'altitude, dans une communauté avec ces caractéristiques-là. Donc ça a été vraiment le premier modèle, tu vois. Donc après, on a réussi à faire en sorte que le prix par douche baisse, hein, forcément. Sur le projet suivant, tu revois un petit peu la technique, tu corriges ce qui fonctionne pas. Mais ouais, c'était 12 000 euros pour 30 douches. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer d'où venait ce besoin en douche solaire dans ces communautés? Euh, en en perspective, tu disais il y avait eu déjà des actions qui avaient été faites par le gouvernement bolivien sur place, notamment au niveau du réseau d'eau. Comment ça se fait que finalement ce soit pas le gouvernement qui soit emparé aussi de cette question-là? Voilà. Comment ça se fait qu'il y avait ce besoin-là à ce moment-là? Alors, il y avait un an auparavant, donc en 2012, il y a eu deux programmes menés par le gouvernement dans cette région de la Bolivie. Euh, C'était la mise en place d'un réseau d'électricité, tu vois, pour avoir un éclairage à quelques endroits de- des communautés, et un réseau d'eau. Alors en fait, il y avait une rivière qui coulait au pied du village. Donc le gouvernement a installé une pompe. La pompe alimentait un réservoir situé un peu plus loin sur les hauteurs de la communauté. Et depuis ce réservoir, il y avait un réseau d'eau en fait qui allait vers chacune des habitations, un réseau d'eau souterrain qui allait vers chacune des habitations, dans lesquelles se trouvait juste un robinet en fait extérieur, tu vois, qui était construit à l'extérieur de la maison, un petit robinet quoi. Et donc nous, donc c'était un projet, en fait à la base c'était une réflexion de l'association française qui intervenait dans cette communauté-là, menée avec les autorités de la communauté, pour pouvoir installer des douches solaires, pour favoriser l'hygiène, etc., et des toilettes sèches dans chacune des habitations. Et donc en fait le projet est né de là, si tu veux, c'est un besoin exprimé par la communauté aussi. Donc c'est un complément du programme mené par le gouvernement un an auparavant. D'accord. Parce que ce gouvernement justement n'allait pas assez loin. Euh, je sais pas, c'était déjà bien d'avoir mené ces deux programmes. Ça a pas été fait partout en Bolivie. Là, ça a été fait à cet endroit, dans cette région en fait, qui est où habitent ce qu'on appelle les ponchos rouges, qui ont été aussi un vivier électoral pour Evo Morales en 2006. Donc c'était peut-être, je sais pas, j'étais pas au gouvernement à l'époque. C'était peut-être une façon aussi de
remercier de maintenir cette base électorale dans la région. Il y avait d'autres programmes menés sur le prêt de tracteurs, tu vois, pour les paysans, etc. Je ne sais pas s'ils ont pas été assez loin, suffisamment loin pour construire des douches. Et si c'était une volonté, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que après, il y avait pas mal d'associations dans plusieurs communautés qui intervenaient pour comme nous, pour construire des douches, d'autres pour travailler sur la construction de serres, tu vois, avec l'irrigation des terres. Enfin, il y avait pas mal de projets qui pouvaient fleurir suite à ces programmes du gouvernement. D'accord. Donc à l'époque, vous arrivez à lever 12 000 euros sur un projet de construction de douches solaires. Et alors aujourd'hui, où est-ce qu'en est l'association? Alors aujourd'hui, 6 ans plus tard, l'asso a mené des projets, donc d'autres projets en Bolivie, dans d'autres communautés, dans d'autres régions. Au Chili, on a un partenaire au Chili avec lequel on travaille depuis 5 ans, où on finance et on intervient quand on peut sur place des projets de cuiseurs solaires et de séchoirs à fruits. On est intervenu au Pérou sur un projet de rénovation des toits de cuisine dans une communauté quechua aussi à plus de 4000 mètres d'altitude. Rénovation des toits de cuisine, mise en place de cheminées pour l'extraction des fumées, récupération des eaux et traitement, tu vois, pour ensuite se laver les mains, faire la vaisselle, etc. On a participé financièrement à la construction d'un théâtre en Colombie, un théâtre qui accueille des enfants atteints du syndrome de Down. On a monté des De quel syndrome? partenariats avec... Est-ce que tu peux préciser les enfants Le étaient syndrome atteints? de Down, c'est la trisomie 21, si tu veux. Après, on a monté des partenariats avec des entités sur place, par exemple des agences de voyage, notamment en Bolivie, qui interviennent, en tout cas auprès de communautés dans lesquelles passent les touristes européens, etc. L'idée était de récolter des fonds en ligne pour pouvoir financer des projets dans les communautés où cette agence intervenait. Donc ça a été fait cette année avec la construction d'une douche et de sanitaires dans une communauté en Bolivie. Voilà. Enfin, 6 ans après, tu vois, on a intervenu, on a développé un petit peu nos activités. Et puis en France, alors un peu moins cette année, mais pendant 4-5 ans, on a été pas mal actifs sur la promotion culturelle, c'est-à-dire la diffusion de films ou de documentaires sur des problématiques socio-environnementales en Amérique latine. Par exemple, les assassinats de leaders sociaux, la déforestation, la monoculture de pin et d'eucalyptus au Chili. Voilà, enfin, sur ce type de problématiques, on intervient sur des festivals solidaires et où on vend de l'artisanat, on essaye de promouvoir un petit peu ce qu'on fait en Amérique latine. On a monté une équipe de foot dans laquelle on invitait les étudiants et les jeunes travailleurs latino-américains qui arrivaient à Lille, tu vois, pour les aider à créer un réseau, à apprendre la langue, à faciliter un petit peu leur intégration. Donc ça, c'était la partie un petit peu plus en France. Voilà, 6 ans après, où on en est. Donc des actions en Amérique latine et également en France pour aider à l'intégration, donc toujours avec ce lien de l'interculturalité. Ouais. Ce que tu faisais donc avec l'agence de voyage, c'est pas très clair encore pour moi le type d'action que vous faisiez sur place ou que vous En fait, faites. on a été contacté par une agence de voyage située à La Paz, qui est spécialisée dans les
treks et les voyages un peu particuliers sur des marches à très haute altitude, voilà, la découverte un petit peu de paysages en Bolivie, tu vois, à 4000, 5000, 6000 mètres d'altitude, par exemple. Et en fait, cette agence de voyage s'appuie sur des guides locaux ou des communautés pour pouvoir accéder à ces endroits un peu particuliers. Donc, cette agence passe par les autorités des communautés pour avoir à disposition des guides, par exemple, ou des ânes, tu vois, pour transporter le matériel, par exemple, ce genre de choses. Et en fait, elle voulait trouver le moyen de remercier les communautés elle cherche le moyen de remercier les communautés sur lesquelles elle s'appuie. Donc en fait, elle nous a contactés pour pouvoir créer une levée de fonds sur Internet et avoir notre expertise aussi en matière de construction de douches et de sanitaires. Et donc on les a soutenus pour construire une douche et des sanitaires dans l'école d'une communauté dans laquelle elle était amenée à passer ou à échanger, enfin, tu vois. Donc là, c'est un projet qui a été fait cette année. D'accord, ok. C'est plus clair? Ouais, c'est beaucoup plus clair. En fait, je me posais un peu la question par rapport à ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, qui est appelé volontourisme, c'est-à-dire des personnes qui vont partir en, en voyage et qui, au cours de ce voyage, vont participer à des activités typiquement de réhabilitation, construction, etc. Mais là, de ce que tu m'expliques, ça ressemble pas du tout à ça, en fait. Non, ce que tu décris, c'est un truc qu'on se refuse de faire parce que c'est pas notre philosophie et notre compréhension de la solidarité. Et en fait, il faut savoir aussi que ça peut mettre en péril. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la fierté des communautés indigènes, le temps nécessaire pour une intégration optimale. Et en fait, c'est pas en partant 15 jours ou un mois que tu auras eu le temps de t'intégrer, de construire, dans tous les sens du terme, une relation, un projet. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on se refuse de faire. J'ai eu des mauvaises expériences où dans des communautés où on était notamment pendant le stage de deuxième année, l'association envoyait des gens, tu vois, qui l'avaient contacté. Les gens venaient 48 heures ou 4 jours dans la communauté avec des appareils photo, forcément, et puis prenaient en photo tout le monde, pensaient tout savoir, et puis en fait ça a mis en péril le projet sur lequel on bossait parce que De quelle manière? allez, la communauté nous disait mais qui sont ces gens, pourquoi ils viennent ici, on les a pas invités, pourquoi ils viennent avec leur appareil photo nous prendre en photo, enfin tu vois, nous c'est un truc vraiment qu'on se refuse de faire. On ne peut pas justifier du tourisme par de la solidarité ou en tout cas de la fausse solidarité. Enfin, c'est pas un truc qu'on veut faire. Il faut que ce soit dans le temps. Un projet, tu vois, un projet, ça dure au moins un an. Hein. Entre le moment où tu penses au projet, le moment où tu réfléchis sur place, que tu construis ton projet avec les autorités ou la communauté, le moment où tu le mets en place, et ensuite l'étude d'indicateurs de résultats par rapport à ton projet, voir si ton projet a fonctionné, fonctionne et fonctionnera. Enfin, c'est un an au moins. Donc, tu vois, accueillir des gens qui viennent 10, 15 jours, un mois, c'est pas pertinent, selon moi. Malgré toute la bonne volonté que ces personnes-là peuvent avoir. Mais voilà, c'est pas l'état d'esprit, en tout cas, de notre asso. Et toi, donc le partenariat que tu as avec cette agence de voyage en Bolivie, c'est ça? C'est que ces personnes-là, en fait, finalement, en contrepartie, font une levée de fonds. Donc, c'est juste une aide financière et il y a pas, on garde le respect de la culture locale. On va pas intervenir chez eux, quoi. C'est Ouais, ça. tout Ouais. à fait, ouais. Ouais. Ok. Donc c'est un truc sur lequel il fallait qu'on soit vigilant aussi parce que euh, tu vois, une agence de voyage a forcément une démarche commerciale. Et nous, on voulait pas que le projet soit une justification commerciale ou un moyen de
négociation avec la communauté où était construite la douche et les sanitaires, tu vois. Et d'ailleurs, c'était pas le cas. C'était la démarche de cette agence de voyage était vraiment sincère. On a pris le temps de bien échanger, tu vois, sur la démarche, sur la façon dont allait être géré ensuite les équipements mis en place, l'approche faite avec l'école de la communauté, les professeurs de l'école pour pouvoir faire une promotion sur l'hygiène derrière. Enfin, tu vois, c'est un truc sur la durée. Donc voilà, c'est un truc sur lequel il fallait ceci dit être attentif au départ pour pas que ce soit dans un but commercial, évidemment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la particularité culturelle de ces pays-là que tu commences à bien connaître, du fait qu'il y a encore des communautés un petit peu reculées, qui ont leur propre dialecte, leur propre langue, et comment elles s'intègrent justement? Enfin, on a le sentiment, comme tu le décris, qu'elles sont un petit peu éloignées euh, du circuit économique finalement du pays. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Bah, c'est d'abord sur la fierté, tu vois, bon, enfin, quand je dis fierté, l'Amérique latine a été quand même pendant pas mal de siècles euh, l'objet de colonisation multiples. Il y a eu les Espagnols, évidemment. Euh, le dernier siècle, bah voilà, c'était aussi le terrain de jeu des Nord-Américains. Et en fait, bah voilà, c'est une certaine fierté du fait d'une identité à défendre. Euh, avec bah voilà les caractéristiques culturelles, les croyances, la relation à la terre-mère, Pachamama, tu vois. Euh, alors évidemment il y a des populations oubliées. D'ailleurs en Bolivie pendant très longtemps les communautés indigènes n'étaient pas reconnues. Euh, mais c'est quand même les gens qui nourrissent le reste du pays, tu vois. Enfin, c'est eux qui cultivent, c'est eux qui nourrissent le reste du pays. Euh, et donc cette identité-là, en l'occurrence, en Bolivie, elle a été reconnue par l'arrivée de Evo Morales, qui était le premier président amérindien, qui a changé la constitution et qui a établi la Bolivie comme État plurinational de Bolivie, c'est-à-dire il reconnaissait les 36 langues, les 36 nations, ce qu'on appelle les nations, donc en l'occurrence les cultures, tu peux avoir la culture aymara, la culture quechua, et les autres. Donc c'est aussi cette fierté. Bah voilà, aujourd'hui on existe, on est reconnu, on participe, comme tu disais, à la vie économique du pays. Quand tu vas à La Paz, maintenant, tu montes dans un bus, tu peux avoir une maman, ce qu'on appelle les cholitas, tu vois, une maman paysanne assise à côté d'un citadin ou un jeune citadin, tu vois, qui a toujours vécu en ville. Enfin, les gens commencent à se mélanger et c'est vachement enrichissant en fait. Enfin, c'est bien, c'est pas le cas dans tous les pays, tu vois. Au Chili, il y a la crise des Mapuches où les Mapuches sont pas reconnus par le gouvernement. Il y a une répression depuis des années par le gouvernement. Enfin, après chaque pays, euh, chaque gouvernement voit comment il organise la gestion de ses communautés et de sa population. En l'occurrence, en Bolivie, il y a eu une espèce d'explosion comme ça identitaire euh, où on a reconnu bah, les différentes cultures, les différentes langues. Moi, je me souviens dans la communauté là en Bolivie où on intervenait, il y avait des grands-mères qui parlaient pas un mot d'espagnol et parce qu'elles étaient restées dans leur communauté, elles n'en étaient jamais sorties. Et puis, bah, on leur avait enseigné la langue aymara. Elles parlaient aymara. Euh, enfin, tu vois, c'est une espèce de décalage. Nous, c'est un peu lointain pour nous en France. À part, enfin, on défend la langue bretonne, le ch'ti, etc. Mais on parle plus beaucoup ces langues-là, tu vois. Et puis on les enseigne pas, surtout. Enfin, pas officiellement, en tout cas à l'école. Et
et voilà, là, il y a vraiment eu une reconnaissance de cette identité. Et tant mieux. J'espère que ça continuera. Et que ça donnera des idées aussi dans d'autres pays, tu vois. En Colombie aussi, il y a beaucoup de communautés, des communautés indigènes. Euh, Parfois, le gouvernement a du mal à les reconnaître. J'espère qu'un jour, tu vois, ces gens-là qui sont très fiers et qui défendent leurs racines seront reconnus et qu'on pourra voir des gens de ces communautés-là, issus de ces communautés-là, dans des gouvernements, dans des municipalités, tu vois. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Bah, complètement. Ok. Est-ce qu'il y avait un point que tu avais envie d'aborder encore sur, par rapport à tout ce qu'on a évoqué? Bah, la seule chose que voilà, moi j'encourage, euh, je- tu vois, on a créé notre association, il y a pas mal de gens qui autour de nous disent ah bah oui moi aussi j'aimerais bien monter mon asso ou j'aimerais bien me pencher sur tel sujet ou un seul conseil, allez-y en fait. C'est pas évident forcément parce que trouver des financements, en l'occurrence si on veut intervenir à l'international, c'est une logistique un petit peu particulière certes, mais moi j'encourage vraiment. On sait qu'il y a plein de gens autour de nous qui ont des idées, de très bonnes idées. J'encourage vraiment les gens à monter des structures associatives, à se réunir entre elles. Voilà, il faut faire bouger les lignes. Moi, je considère que notre association est vraiment une goutte d'eau dans un océan, tu vois, dans cet océan énorme de la solidarité, de l'interculturalité. On est vraiment une infime partie, une toute petite goutte d'eau, mais au moins, voilà, on essaye de faire les choses avec raison, avec passion. Et j'encourage voilà, toutes les gens qui ont des idées à mettre en place des structures et puis surtout à s'entourer, c'est important, s'entourer de partenaires locaux, d'associations qui font le même travail, de professionnels aussi. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire bouger les lignes et puis construire quelque chose ensemble. Donc voilà, s'il y a une seule chose à rajouter, c'est ça, encourager les gens à se mobiliser davantage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, mais voilà, encourager vraiment, et puis aller, en fait, ce qui est intéressant, et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre association, qui s'appelle donc Unidos, qui veut dire uni, c'était de réunir des gens de tous les profils, toutes les couleurs politiques, si tu veux, tous les horizons, et que ce soit vachement participatif, parce qu'on voulait vraiment montrer à tout le monde que chacun pouvait apporter quelque chose. Tu peux être plombier, avoir des connaissances en plomberie, ça nous intéresse. Tu peux avoir 20 ans d'expérience professionnelle en ONG, ça nous intéresse. Tu peux être chef d'entreprise et tu t'es jamais intéressé à la vie associative et tout ça, mais ton profil va nous intéresser parce qu'on veut comprendre du coup pourquoi. Enfin, tu vois, on veut vraiment titiller cette idée, les idées de tout le monde, et réunir des compétences pour pouvoir avancer et développer quelque chose. Et donc ça, je pense que c'est hyper important. Montrer que tout ce qu'on va faire dans la vie a des répercussions. Ce fameux effet papillon, tu vois. Tout ce qu'on va faire dans la vie a des répercussions. Et donc, si on peut changer un petit truc de nos habitudes de vie, on sait que ça peut améliorer le quotidien de la personne qui est née dans le village d'à côté ou qui est née de l'autre côté de la planète, tu vois. Et donc, c'est ça. En fait, c'est vraiment réunir les compétences et puis montrer que on peut faire des choses en fait. C'est pas parce qu'on est dans le monde associatif qu'on est forcément un hippie ou un révolutionnaire. C'est moins vrai. L'idée c'est d'être constructif. Et donc voilà. Eh ben, ça sera, je pense, un super mot de la fin. Je rappelle donc l'association, on peut avoir plus d'informations dessus sur asso-unidos.fr.
unidos.com. Et donc il y a des personnes qui peuvent également te contacter si elles le souhaitent, si elles veulent, si elles sont intéressées, si elles veulent aller plus loin. Tu accueilles tout le monde, c'est ça, dans cette association? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Les gens peuvent nous écrire à travers le site ou sur les réseaux sociaux aussi. Et avec grand plaisir, on répondra. Super. Bah écoute, Alexandre, si ça te va, je propose qu'on conclue. Parfait. Bah Merci merci, beaucoup en tout merci cas. à toi. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça marche. Merci Bertrand. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.